Bonjour, bonsoir à tous. Petite vidéo donc sur le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Donc je vais apporter mon raisonnement sur ce sujet. Donc on va voir un petit peu comment. Bon, on va pas revenir sur le RIC en tant que tel. On va donner une rapide définition, mais surtout dans cette vidéo, on va voir euh, des arguments. Je vais essayer de donner des arguments qui peuvent aller dans le sens, on va dire, de ce truc-là que je trouve plutôt bien, mais avec quand même toujours on va dire quelques réserves qui font qu'il faut, ou alors quelques mises en garde, on va dire, par rapport à l'enthousiasme qu'il peut y avoir autour de cette question du RIC. Voilà. Alors, avant de commencer, tout de suite, petite pub personnelle. Je rappelle donc que si vous aimez cette vidéo, si vous appréciez les contenus que je propose, n'hésitez pas à me rémunérer, non pas en me donnant de l'argent. Je fais pas de campagne sur Tipeee. Pour l'instant, j'ai pas cette démarche-là. Mais n'hésitez pas, par exemple, simplement déjà à me rémunérer par un pouce vers le haut. D'accord. Ou à la limite, si vous n'aimez pas, vous êtes libre aussi de mettre le pouce vers le bas. Mais voilà, pouce vers le haut pour m'aider à avoir plus de vues sur YouTube. C'est la meilleure manière que vous aurez de m'aider. N'hésitez pas aussi éventuellement à partager mes contenus sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à aller voir mon site caminosereno.fr. Alors, je vous demande pas forcément d'être client, mais vous pouvez aller sur le blog, vous avez des articles, parce que si les contenus vidéo vous intéressent, vous avez des articles aussi sur le blog qui peuvent vous intéresser. Notamment, il y en a un que j'ai publié récemment sur les gilets jaunes, sur ce que dit la crise des gilets jaunes. Allez voir un petit peu. Là, je vais un peu plus en détail, de manière un peu plus approfondie, par rapport aussi à ce que je propose avec Camino Sereno, c'est-à-dire en termes de coaching, etc. Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc, je propose aussi aux gens d'aller sur Camino Sereno. C'est vrai qu'aussi le meilleur moyen de m'aider, c'est peut-être de devenir client éventuellement de Camino Sereno, mais au moins d'aller sur le site, de m'aider à faire des vues, de partager des éléments sur les réseaux sociaux, aller sur la page Facebook. Il y a une page Facebook de Camino Sereno. Ne serait-ce que liker la page déjà, ça m'aide, ça me fait de la pub. Voilà, c'est la meilleure manière que vous avez pour encourager, on va dire, mon travail. Voilà. Alors, maintenant, bon évidemment, il y a aussi Camino Sereno, tous les contenus, les coachings disponibles, je rappelle. C'est surtout par rapport, c'est surtout pour des gens qui ont besoin, que ce soit pour des enfants, des adolescents, dans le cadre scolaire. Je fais des remises à niveau en orthographe, mais ça sert aussi pour les adultes, notamment dans le milieu professionnel, qui ont besoin de remise à niveau en orthographe. Donc je propose des cours de remise à niveau en orthographe. Je propose des cours d'espagnol, des cours de langue. Je vais essayer aussi en 2019 de proposer des cours dans d'autres langues, notamment déjà en anglais, même si c'est vrai qu'on a déjà beaucoup, c'est pour ça que j'ai pas priorisé sur l'anglais. Euh, je propose aussi pour les gens, pour les jeunes hommes ou les jeunes femmes qui passent le bac. Ça aussi, je peux vous coacher par rapport à ça. Tous ceux qui préparent des concours. Voilà, là c'est pareil, je peux vous coacher par rapport à ça. Voilà, il y a plein de possibilités. Des cours de culture générale aussi, je propose, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est coaching, qu'on va dire coaching de vie en général. Bon là, pour l'instant, il y a surtout des vidéos sur les relations hommes-femmes. Il y aura encore d'autres choses. J'ai notamment publié un article dernièrement qui est plus un article conseil bien-être. Donc ça, vous pouvez voir progressivement aussi sur les articles. Ça, c'est le contenu gratuit. Et puis, il y a le contenu payant, dont vous avez des extraits gratuits. N'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas à cliquer dans la boutique, à cliquer sur les différents produits. Vous pourrez accéder parfois, pour certains, à des extraits vidéo gratuits de tout le contenu vidéo qui est proposé. N'hésitez pas à les voir, c'est intéressant. D'ailleurs, vous les voyez aussi sur ma chaîne YouTube, j'en mets régulièrement. Voilà, donc ça c'est pour la partie pub, je m'arrête là, je pense que j'ai fait le tour, et on va enchaîner tout de suite avec la question du RIC, donc qui est le sujet de cette vidéo. Alors, le RIC, donc, référendum d'initiative citoyenne. Alors, je vous avoue que je ne suis pas un grand spécialiste de la question, c'est vrai que j'ai toujours été plutôt pour les référendums. Maintenant, je me suis pas penché plus que ça sur la question du référendum d'initiative citoyenne. Alors, certains parlent aussi de RIP, référendum d'initiative populaire. Comme je suis pas spécialiste de la question, je peux pas forcément vous expliquer la nuance entre les deux. Maintenant, j'ai vu un petit peu, je me suis renseigné, comme beaucoup d'entre vous, sur Internet. Je connais par contre Étienne Chouard, enfin, je connais pas personnellement, mais je suis aussi un petit peu son travail depuis un certain temps. Pas de manière assidue, approfondie, mais j'ai vu pas mal de ses vidéos depuis au moins une dizaine d'années. Ça m'arrive de temps en temps de tomber sur une de ses vidéos et de regarder un petit peu, ou ses interviews, etc.
Et c'est vrai que je trouvais que c'était assez intéressant. J'ai pas accroché plus que ça, mais je trouvais qu'il y avait un discours intéressant chez Étienne Chouard. Voilà, donc je vais dire ce que j'en pense. Par exemple, j'ai vu là une conférence récemment à laquelle a participé Étienne Chouard et ont participé des Gilets jaunes pour présenter ce projet-là. Et déjà, c'est vrai que je me réjouis, et ça j'en ai parlé déjà dans ma vidéo, du saut qualitatif qu'il y a eu, et notamment de cette question du RIC, qui effectivement, comme le disent ceux qui sont pour le RIC, que c'est déjà un moyen qui peut, c'est une revendication qui peut être une revendication fleuve, c'est-à-dire qui va permettre de drainer le maximum de monde autour d'une seule et même revendication. C'est vrai que j'avais dit ça dans ma première vidéo sur les gilets jaunes. J'avais dit que il faut une revendication de départ, et j'ai dit que le fait que ce soit sur la taxe sur l'essence, ce soit une bonne chose, même si après il y avait beaucoup de problèmes autour et beaucoup d'autres revendications se sont greffées. Le problème, c'est qu'après ça éparpille un petit peu et ça risque même de diviser. Et là, j'avais dit que c'est bien au moins que ce soit sur une revendication claire. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est bien aussi qu'il y ait cette revendication moi, je vais baisser d'un ton parce que c'est vrai que sur mes vidéos, le son a tendance à saturer. J'ai un peu du mal à le régler. Donc je vais essayer de pas parler trop fort. Mais en même temps, faut pas que je parle trop doucement non plus. Bref. Oui, donc c'est cette question du RIC. Je pense que maintenant, c'est la nouvelle revendication fleuve. La question du carburant, le prix du carburant est un petit peu dépassé aujourd'hui. Ça a plus glissé vers cette question du RIC. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça traduit une véritable envie de plus de démocratie. Et ça, c'est ça, effectivement. Et moi, je me retrouve personnellement tout à fait dans cette revendication-là. Maintenant, ce qui m'a un petit peu, on va dire, interpellé, ouais, c'est c'est cet enthousiasme que je sens autour du RIC qui me semble un peu, ouais, enfin un peu exagéré. Ouais, je vais expliquer pourquoi. Encore une fois, je dis c'est une bonne chose le RIC et je suis pour. Sur le principe, il n'y a pas de souci. Je me suis fait une première remarque. Je me suis dit mais si on met en place un RIC, le gouvernement a dit qu'il n'était pas contre sur le principe aussi. Maintenant, tout dépend comment ils le mettent en place. Effectivement, je ne suis pas naïf, je sais très bien qu'ils vont pas le mettre comme la plupart des gilets jaunes le réclament. Voilà, comme la plupart des partisans du RIC le réclament au sein du peuple. Évidemment, ils vont faire un RIC qui soit facilement contrôlable par les élites et non pas par le peuple. C'est tout à fait naturel. Hein. Faut pas s'attendre à autre chose de leur part. Par contre, là où je me, oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, donc voilà, là où je suis, oui, comment dire ça? J'essaie de le prendre par le bon bout de la lorgnette, on va dire. Euh, donc le RIC c'est bien, mais voilà, la première remarque que je m'étais fait, hein, je suis parti là-dessus. La première remarque que je me suis fait, c'est, mais si on met en place un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, donc imaginons par exemple il y a tant de citoyens qui, enfin, par une pétition sur Internet ou porte à porte, peu importe, ou les deux, hein, les deux sont pas incompatibles, arrivent à avoir un certain pourcentage ou un certain nombre de personnes au sein, on va dire peut-être de la population électorale, voilà, je ne sais pas comment on peut définir ça, imaginons il y a 700 000 personnes qui signent une pétition, imaginons que ce soit le seuil défini pour qu'on mette en place un RIC, eh bien pourquoi pas effectivement faire comme ça, donc voilà, les gens qui ont voté donc réclament ce RIC, le RIC est mis en place sur cette question précise, hein, qui est demandée par pétition, et puis on vote, etc. Et l'État organise ce vote. C'est très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre constitution, c'est pour ça que ça doit être, effectivement, le RIC doit servir dans un premier temps, et notamment c'est ce que dit Étienne Chouard, hein, si j'ai bien compris le but, c'est que le premier RIC qui doit être mis en place, c'est un RIC autour de la constitution, c'est-à-dire autour d'une nouvelle constituante. Le problème, c'est qu'après, cette constituante, il faut qu'elle soit faite par les citoyens. Donc en réalité, il y a deux choses. Il y a le RIC, mais il y a aussi la mise en place d'une nouvelle constitution, hein, qui soit plus compatible avec avec plus de démocratie aussi. Donc c'est pas juste le RIC. En réalité, c'est aussi la mise en place d'une nouvelle constitution. Et là déjà se pose un gros problème. Donc déjà, c'est vrai que parce que dans la constitution actuelle, si on met en place le RIC, le problème, c'est que le RIC, quelle place il va avoir par rapport au pouvoir du Parlement? C'est-à-dire le Parlement, je rappelle, en France, c'est deux chambres, hein, le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous savez qu'une loi aujourd'hui, elle est discutée et votée d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite elle passe par le Sénat avant d'être définitivement adoptée.
Voilà. Et le problème, c'est que là, le RIC, quelle place il va avoir là-dedans? Est-ce qu'il va être en premier dans la chaîne? Est-ce qu'il va être souverain par rapport à la chambre, enfin aux deux chambres? C'est un petit peu, voilà, il faut régler cette question-là. Alors c'est vrai que voilà, beaucoup de partisans du RIC règlent cette question en disant, bah, premier référendum qu'il faut faire, c'est sur la nouvelle constitution. Voilà, le problème c'est que déjà il faut la faire cette constitution, il faut la proposer. Alors effectivement, il y a des assemblées constituantes, des choses comme ça qui se créent un petit peu partout. C'est des ateliers constituants, voilà. Ça c'est très bien, hein. Moi je m'en réjouis et je suis prêt même à y participer, à donner enfin oui, à amener ma petite pierre, on va dire là-dessus. Le problème, c'est que imaginons qu'on arrive à cette nouvelle constitution. Déjà, je pense pas qu'on va y arriver aussi facilement, parce que le pouvoir va pas forcément nous laisser faire, surtout si c'est une constitution qui va contre les oligarchies financières qui nous dominent. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, je pense pas qu'ils vont nous laisser faire ça comme ça. Donc déjà, bon, je suis désolé de paraître pour un éternel pessimiste, mais il faut être pragmatique, hein. Effectivement, si on va contre l'oligarchie au pouvoir, on risque de s'en prendre plein la figure, hein. Parce que déjà, les gilets jaunes s'en sont pris plein la figure. Ils s'en sont pris toute la violence policière. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Donc là, faut pas s'attendre à moins de leur part. En tout cas, à des manipulations qui seront peut-être moins violentes et moins spectaculaires, mais qui vont faire en sorte de faire capoter ou de récupérer le truc d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ils vont essayer peut-être d'abord par la manière douce. Si la manière douce ne marche pas, ils useront la manière forte. Ça, il faut s'attendre à ça, c'est inéluctable. Maintenant, bon, imaginons qu'on y arrive. Imaginons qu'on ait un RIC, on ait une nouvelle constitution avec possibilité d'avoir recours au RIC, que ce RIC soit souverain ou qu'on n'ait plus ces deux chambres, enfin qu'on ait un nouveau système, j'en sais rien, mais imaginons que ce soit mis en place. Voilà, encore une fois, je vous dis, tant qu'on n'aura pas abattu l'oligarchie au pouvoir, ils vont user de tous les recours, tous les moyens pour empêcher les lois issues comment dire de demandes citoyennes à partir du moment où elles rentrent en contradiction avec la demande oligarchique. Donc là, il y a conflit. Et s'il y a conflit, l'oligarchie, voilà, je vous ai dit, elles vont. Regardez aujourd'hui, comment fonctionne notre démocratie aujourd'hui. Enfin, notre démocratie entre guillemets, parce que moi je ne considère pas ça comme une démocratie réelle. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on dénonce la corruption des élites, c'est-à-dire que les députés et les sénateurs sont soumis à la pression de lobbies qui arrivent à les corrompre et à orienter leur vote. Voilà, donc effectivement, le problème, il est là aujourd'hui. Mais si demain, on a, par exemple, comme certains proposent, des représentants tirés au sort, c'est-à-dire qu'on va remplacer une oligarchie par une autre. Euh, vous savez, le problème, c'est que moi, ce qui pose problème déjà, c'est l'idéalisation du peuple là-dedans. Vous savez, faut pas oublier que il y a pas une opposition absolue entre l'élite et le peuple. Beaucoup de gens dans l'élite viennent du peuple. Ils sont pas la majorité. La majorité, c'est une reproduction, surtout en France d'ailleurs. En France, on a une reproduction des élites. Hein, voilà, vous prenez l'exemple par exemple du fils de Sarkozy, hein, qui n'avait même pas fini ses études et qui se retrouvait déjà chef d'un établissement public. Voilà, ça c'est monnaie courante en France, malheureusement. Et effectivement, il y a une reproduction des élites, mais il y a parfois certains qui arrivent à monter. Alors, euh, c'est pas tellement par leur travail comme ça peut être dans les pays anglo-saxons par exemple, mais par leurs compétences, mais souvent chez les femmes c'est souvent de l'hypergamie, hein, chez les hommes c'est autre chose, hein. Par exemple vous savez qu'il y a les lobbies homosexuels, il y a aussi une autre manière de monter, ou alors voilà par les milieux politiques, par la trahison systématique, par le léchage de de derrière, hein, voilà. Il y a il y a plein de possibilités pour monter, mais sûrement pas par le travail et le mérite réel en France. Ou en tout cas, c'est extrêmement rare. Voilà. Ce qui fait que les élites d'aujourd'hui, donc, sont souvent une reproduction d'élites réelles, mais si vous regardez les pires, les plus zélés défenseurs de cette oligarchie au pouvoir, sont souvent des gens issus d'un surclassement. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez un journaliste aujourd'hui qui est très connu, qui est très présent dans les médias, qui s'appelle Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, c'était au départ un vendeur de voitures dans le sud-ouest. Voilà, il travaillait chez un concessionnaire auto dans le sud-ouest, il vendait des voitures. Et le mec s'est retrouvé, en passant par le parti socialiste, hein, s'est retrouvé progressivement, voilà, il est monté à Paris, il est devenu journaliste, euh,
hein, un petit peu sur le tard, voilà, il est devenu journaliste. Aujourd'hui, il est présent dans des grands médias. Bah, donc ça, c'est un exemple concret. Et bah, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'on a vu dès le début de la crise des Gilets jaunes, c'est quelqu'un qui a toujours été très critique envers ce mouvement, qui s'est montré assez zélé dans la dénonciation de tout ce qui faisait les mauvais côtés de ce mouvement, hein, et qui donc on voit, on peut regarder, hein, tous les gens qui viennent vraiment du peuple parmi ces élites sont en réalité les plus zélés défenseurs de cette élite, voilà, de ce groupe. Oui, ça se vérifie presque systématiquement. Alors, en disant ça, je me dis, mais qu'est-ce qui nous dit donc, en tenant compte de cela, qu'est-ce qui nous dit que demain, les gens qui seront tirés au sort parmi le peuple, c'est-à-dire des gens qui sont, je sais pas, des petits entrepreneurs, des ouvriers, des femmes de ménage, j'en sais rien, voilà, des gens vraiment du peuple, qui demain vont se retrouver à devoir prendre des décisions. Imaginons, donc, ils vont se retrouver aussi face aux lobbies qui vont leur proposer, alors faire leur proposer des avantages, c'est de les corrompre, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui dit qu'ils vont pas céder? Effectivement, qu'est-ce qui dit qu'ils ne vont pas céder aux sirènes de l'oligarchie? Voilà. Alors après, oui, il y aura des organes de contrôle, etc., de révocation. Le problème, c'est que il y aura toujours des tentatives du système pour récupérer tout cela. Qu'est-ce qui dit qu'ils vont pas... Imaginons qu'il y a un général d'armée qui tire au sort. Qu'est-ce qui dit que le général d'armée, il va pas essayer de faire un putsch? Faut pas oublier ce qui s'est passé dans notre histoire, hein. Des putschs, il y en a eu. Pas que chez nous, d'ailleurs. Dans d'autres systèmes qui pouvaient parfois même paraître plus démocratiques que chez nous. Donc, en réalité, c'est assez hasardeux comme truc. Sur le principe, encore une fois, je suis d'accord, mais il faut se dire, il ne faut pas idéaliser. Encore une fois, moi, je suis toujours dans la prévention. Euh, j'ai vu beaucoup de gens tomber en dépression après des mouvements sociaux comme ça, ou après des espèces de sauts qualitatifs comme ça, où les gens rêvaient au grand soir. On avait des groupes entiers comme ça de gens qui rêvaient au grand soir, et qui après sont retombés dans la réalité, et dans la dure réalité, et du coup on en souffert et on souffre encore. Voilà, c'est pour ça que je préviens déjà, je dis n'idéalisez pas trop ce RIC, parce qu'il peut facilement être récupéré, oui, être supprimé par l'oligarchie, voilà, ou être supplanté. Voilà, il faut trouver un moyen pour essayer. De toute façon, ils vont tout faire pour, hein. Ça, c'est clair et net. Il faut s'attendre à ça. Donc, encore une fois, voilà, le RIC, pourquoi pas, mais il faut avoir conscience de ces problèmes-là. Et il faut vraiment. C'est pour ça que la proposition que je ferai moi, c'est que si on met en place un RIC, ça changera pas grand-chose, dans la mesure où si on ne change pas le système de manière profonde, il y a toujours le risque, et le risque est d'autant plus grand que le système sur le fond n'est pas changé, ce qui fait que d'autant plus grand pour que le système trouve un truc pour pouvoir reprendre la main. Voilà, donc c'est pour ça que je suis assez sceptique par rapport à la force de ce RIC dans le cadre du système dans lequel on peut changer de constitution. Le problème, si cette constitution, elle garde le même principe, basé à la fois sur l'économie libérale telle qu'on le voit aujourd'hui, par exemple, hein, c'est déjà un problème, parce que ça laisse la possibilité aux lobbies de continuer à faire du lobbying, comme ils le font. Seulement, ils le feront sur les représentants tirés au sort et pas sur les autres. Voilà. Donc, je pense il faut revoir le changement de système de manière plus profonde. Voilà. Moi, par exemple, à titre personnel, je serais pour. Alors, je sais, vu qu'on maintenant on est dans la discussion, je vais aller un petit peu plus loin maintenant, vu qu'on est dans la discussion sur le régime à mettre en place, on est en train de remettre en cause beaucoup de choses. Alors moi, je propose d'aller plus loin, de remettre en cause le régime que nous connaissons aujourd'hui, qui est la Cinquième République. Et quand je remets en cause la Cinquième République, c'est pas pour en faire une sixième derrière, parce que la Sixième République, je sais ce que ça va donner. Ça va donner aussi le chaos, et forcément derrière, faut pas oublier, hein, l'oligarchie mène par l'ordo ab chaos, hein, en latin, ça veut dire l'ordre par le chaos. Voilà. Et forcément, si on fragilise la Cinquième République, qui apporte comme une certaine stabilité, puisqu'elle correspond aussi à ce qu'a toujours connu la France avant même la Révolution française, c'est-à-dire un pouvoir exécutif fort, avec à l'époque le roi. Vous voyez, c'est quand même important, parce que si on fout en l'air ça, on risque de revenir à des systèmes comme la Quatrième République qui étaient ingérables, qui étaient totalement instables, qui auraient pu mener aussi à la guerre civile, à des putschs.
Et finalement, il a fallu le retour du général de Gaulle hein, pour pouvoir empêcher tout ça. Voilà, donc je suis assez sceptique là-dessus. Je pense il faut vraiment aller plus loin dans la remise en cause du système. Et c'est vrai que personnellement, bon, moi je suis pas, voilà, comment dire ça, je suis pas forcément, c'est pas que j'ai toujours été pour ce système-là, mais je suis en train de me dire, est-ce que finalement, on n'a pas un système qui est mieux que cette république, ce système républicain qu'on connaît aujourd'hui, qui, je rappelle, est né quand même sur d'une période qui est la Révolution française, qui est quand même une période, je suis désolé, mais quand on parle des heures les plus sombres de notre histoire, moi je pense pas forcément que ce qui s'est passé dans les années 40 en France. Hein. On peut penser aussi à ce qui s'est passé entre 1789 et 1793, et même après, sous l'Empire. C'était des périodes très sombres aussi, où les Français s'entretuaient, voilà, où il y a eu des massacres absolument abominables. Les révolutionnaires, pour imposer la République, pour finir avec l'Ancien Régime, ils ont massacré à tout va. Ils ont massacré pas seulement des hommes, des combattants, mais ils ont massacré des femmes, des vieillards, des enfants, des nourrissons. Hein. Il y a eu des choses absolument abominables. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais. Excusez-moi, je vais un petit peu dans tous les sens, mais je vais revenir à ce que je disais dès ma première vidéo. Je disais que la révolution, avant de la faire sur les ronds-points et dans la rue, ce qui est très bien, hein, ça va dans le bon sens, hein, c'est pas le problème. Mais avant de la faire comme ça, il faut déjà commencer par la faire dans sa tête. Pour comprendre vraiment pourquoi on fait tout ça. Il faut commencer par la faire dans sa tête. Et commencer par tout remettre à plat. Et quand je dis tout remettre à plat, c'est vraiment tout, y compris ce qu'on nous a appris à l'école étant gamin. Et quand on se renseigne un petit peu, parce qu'on prend plein de références à la Révolution française. Je vais partir d'un exemple là, récent. Euh, Il y a des activistes là qui se sont fait gilets jaunes, hein, qui se sont fait condamner parce qu'ils ont décapité une marionnette à l'effigie de Macron. Alors, moi je suis pas d'accord avec ça. Profondément, je ne suis pas d'accord. Je comprends le geste, mais je ne le cautionne pas parce que pour moi, il symbolise justement ce contre nous sommes censés combattre. Et je vais m'expliquer en vous donnant des pistes. Hein, je vais pas tout expliquer là parce que ça va être un peu long. Je vais pas faire une conférence de 2 heures, hein, ou de 3 heures même. Je vais simplement vous donner un conseil, c'est de lire, de regarder ce qui s'est passé, de bien vous renseigner sur ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Vous allez me dire oui, mais on le sait, voilà, la prise de la Bastille, etc. Bon, voilà. Oui, il y a des choses qu'on a appris à l'école et qu'on a intégrées comme telles. Voilà. Moi, je vous dis simplement, prenez des petits bouquins, je vous demande pas de lire des gros pavés, mais simplement déjà d'aller sur le net, de fouiller Wikipédia Révolution française. Voilà, déjà ça c'est pas mal. Et vous regardez un petit peu le fil des événements. Et vous regardez qui a fait vraiment la révolution. N'oubliez pas que c'est une infime partie du peuple qui a fait la révolution uniquement dans le but, c'est la bourgeoisie, hein, uniquement dans le but de pouvoir euh, comment dire, dans le but de pouvoir faire plus de profit, faire développer les moyens de production capitalistes pour, en vérité, remplacer le pouvoir qui était avant le pouvoir du roi, le pouvoir de la noblesse aussi, on peut dire, par un pouvoir exclusivement bourgeois, basé sur l'exploitation capitaliste, qui ensuite va muter du capitalisme primaire au capitalisme secondaire, hein, qui est tout ce qui est société industrielle, hein, c'est la révolution industrielle. Et la révolution industrielle a été permise en France par la révolution française dans un premier temps. Hein. C'est une étape qui a permis que la France connaisse sa révolution industrielle. Vous allez me dire, bah, c'est bien qu'elle ait connu sa révolution industrielle. Mais la révolution industrielle, c'est aussi l'exploitation capitaliste du bourgeois sur qu'on appelait le prolétaire à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, c'est des catégories qui sont un peu plus larges, un peu plus complexes que cela, mais ça a commencé comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans la continuité de ce processus-là. Et ça vient de la Révolution française. Avant, à l'époque du roi, les gens n'étaient pas si malheureux que ça par rapport à aujourd'hui. Hein, si vous comparez les sociétés d'Ancien Régime avec aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait des disettes, des famines, parce qu'il n'y avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Mais les moyens, c'est une chose. Maintenant, il y a le système. Moi, je parle de système politique. Le système politique qu'il y avait avant, il garantissait beaucoup plus de liberté et comment dire, de bonheur aussi aux gens du peuple par rapport à aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de comparer parce qu'effectivement, bah,
les avancées techniques n'étaient pas les mêmes. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le capitalisme qui a permis, c'est le développement du capitalisme et même du libéralisme qui a permis l'essor des avancées techniques. Peut-être, mais il l'a permis par la voie libérale et pas par d'autres voies qui peuvent aussi permettre. Je vais donner un exemple, la Corée du Nord. En Corée du Nord, ça fait 50 ans que même plus, ça fait même pas loin même plus de 60 ans que la Corée du Nord est un pays qui a une économie essentiellement planifiée, pas du tout libérale. C'est un pays qui vit en autarcie totale. Tout est planifié par l'État. Alors je dis pas que c'est un paradis sur terre, la Corée du Nord, mais c'est comme ça. Toujours est-il que les faits montrent que c'est un pays qui, au niveau, niveau développement technique, depuis 60 ans, n'a rien à envier aux autres pays. C'est un pays qui est à la pointe dans beaucoup de domaines techniques, technologiques. Et pourtant, c'est pas une économie basée sur un capitalisme libéral. Bien au contraire, c'est une économie, on peut dire c'est le dernier pays soviétique. C'est un soviétisme qui a réussi en réalité. Le, Même si c'est pas vraiment sur justement, c'est parce qu'il a évolué, il n'est pas resté sur le modèle purement soviétique ou stalinien tel qu'il a été imposé au départ. Il a évolué justement. Et c'est pour ça qu'il a réussi à perdurer dans le temps. Voilà. Alors, là, je parle juste sur l'aspect purement technique. Ça, c'est un fait. Hein. C'est pas de la fake news, c'est pas de la théorie du complot. Hein. C'est un fait. Les Nord-Coréens, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font peur au reste du monde, parce qu'ils arrivent à développer des techniques, que ce soit dans tout ce qui est pas seulement dans l'armement nucléaire, mais aussi dans tout ce qui est technologie électroménager, tout ce qui est télévision, radio, tout ce qui est internet, ils ont leur propre réseau, etc. Enfin, vous voyez, ils sont capables de faire tout ce que nous faisons nous en Occident, par exemple. Voilà. Donc en réalité, ça veut dire on peut faire des avancées techniques avec un système tout à fait différent. Et effectivement, le système royal donc n'était ni un système communiste ni un système purement libéral. Le système royal d'Ancien Régime était un système qui garantissait au moins une certaine stabilité sociale qui a été rompue après la Révolution française. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir, dans une certaine mesure, à quelque chose qui va plus dans cet ordre-là, à quelque chose qui aurait plus de légitimité du fait que, bon, aujourd'hui d'ailleurs, on a des royaumes en Europe. Hein. N'oubliez pas que le Royaume-Uni, hein, c'est un royaume. L'Espagne, c'est un royaume. La Norvège, le Danemark, tout ça, la Suède, ce sont des royaumes. Le Luxembourg, c'est un duché. Voilà. C'est des pays qui, certains fonctionnent très bien d'ailleurs. Voilà. Et c'est bon, c'est pas forcément parce qu'ils ont un roi, mais c'est parce qu'ils ont une autorité qui est la même. Vous voyez, il n'y a pas. Regardez, depuis De Gaulle, l'autorité, l'exécutif, n'a fait que être de moins en moins apprécié par la population. Et on en arrive aujourd'hui à des gens qui sont des dégénérés totaux. Ah, c'est ce qu'on a aujourd'hui, qui représentent plus rien. Alors que si on avait un roi qui venait d'une famille noble, donc il y a déjà, si vous voulez, il y a déjà un respect qui s'impose par la noblesse du, du, du personnage et de toute l'histoire qu'il a derrière. Je veux dire, Macron, il est descendant de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, il y a celui qui pourrait prétendre, je vais prendre l'exemple je suis pas forcément légitimiste, je suis pas dans la querelle légitimiste orléaniste, mais je prends l'exemple parce que je connais cet exemple-là comment il s'appelle, de celui qui pourrait régner sous le nom de Louis XX, hein, qui est donc qui est un Bourbon, qui est un descendant. Aujourd'hui, je crois qu'il vit en Espagne, qui est un descendant direct de Louis XIV. Eh bien, lui, il a cette légitimité qui fait qu'il descend des gens, déjà de grands dirigeants qui ont permis la grandeur et les grandes avancées pour la France. Eh bien, pourquoi ne pas donner le pouvoir exécutif à quelqu'un comme ça? C'est vrai que ce serait un pouvoir qui est essentiellement symbolique, en réalité, le pouvoir exécutif, et, derrière avoir effectivement des personnes qui prendraient le pouvoir de manière qui gérerait de manière un petit peu à tour de rôle en étant tiré au sort, voilà, tiré au sort mais parmi des gens assez compétents. Je pense que ce serait bien quand même de cibler, par exemple, avoir des médecins au ministère de la Santé ou des profs au ministère de l'Éducation nationale, c'est la moindre des choses, des gens qui connaissent un petit peu le sujet. Voilà, c'est-à-dire faire quelque chose de plus cohérent et aussi de plus solide du point de vue, comment dire, bah, du point de vue historique aussi simplement. Voilà, quelque chose qui soit plus respectable. Voilà. Et je pense que ça marcherait beaucoup mieux parce que ça, c'est l'identité réelle de la France. Hein. Et comme le dit Alain Finkielkraut, je suis pas souvent d'accord avec lui,
mais là-dessus, je pense qu'il a raison quand il dit qu'il y a aussi une logique identitaire derrière la crise des Gilets jaunes. Il n'a pas tout à fait tort. Hein, il y a une revendication identitaire aussi. Et ça peut satisfaire cette revendication identitaire. Voilà. Et puis ça n'exclurait personne. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, je dis que mettre un roi, ça va pas tout régler. Mais la deuxième chose, c'est retrouver la souveraineté. C'est-à-dire, il faut un souverain, mais que ce souverain soit vraiment souverain. Et pour qu'il soit vraiment souverain, il faut rompre avec tout, justement, c'est l'oligarchie mondiale, au niveau mondial, c'est-à-dire, euh, je pense au FMI, qui nous tient par la dette. Voilà, refuser de payer cette dette qui de toute façon n'est pas remboursable. Là, c'est un racket sans fin, la dette qui nous tient. C'est un cordon qui nous relie au FMI qu'on ne pourra jamais délier. Hein. C'est-à-dire il faut le trancher simplement pour pouvoir s'en débarrasser parce que sinon on s'en débarrassera jamais. Et puis il y a l'Union européenne évidemment. Voilà, et puis la tutelle d'autres puissances, comme longtemps on a été à la botte des États-Unis. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus en crise diplomatique avec les États-Unis, mais voilà, moi je pense qu'il faudrait plutôt renouer des bons, voilà, des bons rapports avec les États-Unis, avec la Russie, qui est une puissance qui compte aujourd'hui. Et je pense qu'il vaut mieux être du côté de la Russie, du côté de la Chine, hein, voilà, du côté de ces puissances-là, et rompre avec cette Union européenne qui a l'image de son représentant qui est Juncker, hein, qu'on voit parfois titubant. Alors, je sais pas s'il est réellement saoul ou s'il est malade, mais en tout cas, il est à l'image de cette Union européenne qui n'a pas d'avenir, qui à terme devra disparaître. Voilà. Et on va y arriver. Fatalement, on va y arriver. Donc, il vaut mieux retrouver notre souveraineté le plus tôt possible. Donc voilà, ça c'est des pistes hein, que je propose. Hein, voilà, je vous dis encore une fois, je suis pas profondément royaliste, etc. Mais c'est des réflexions que je me suis faites. Je me suis dit, je pense que ça marcherait mieux de cette manière-là. Ça paraît peut-être uniquement symbolique, mais la symbolique est extrêmement importante. Voilà, on la néglige beaucoup, mais elle est extrêmement importante. Voilà. Et puis surtout, retrouver une souveraineté forte. Et je pense que ça passe par ces deux aspects-là, à mon avis. Et le RIC, là-dedans, effectivement, il peut prendre toute sa place. Voilà. Mais si on ne change pas profondément le système actuel, le RIC, il pourra marcher pendant un certain temps sur certains sujets, mais globalement, il ne va pas ramener la démocratie de manière pérenne en France. Voilà, je n'y crois pas sous cette forme-là, hein, on va dire comme ça. Voilà. Alors, c'est un sujet un petit peu complexe. J'espère que j'ai été assez clair aussi, encore une fois. C'est pas évident. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein, ça fait déjà une trentaine de minutes. Sur ce sujet du RIC. Je pense pas avoir d'autres choses à ajouter. J'avais peut-être d'autres choses que j'avais envie de dire sur ce sujet, mais je vais pas m'attarder plus là-dessus. Je vous laisse la réflexion, je vous laisse réagir. Hein, n'hésitez pas à réagir. C'est vrai que dernièrement, j'ai pas trop de réactions, bon, à part des j'aime sur les vidéos. J'aimerais avoir aussi des commentaires, des gens qui réagissent. Alors pas des commentaires, parce que j'ai beaucoup de commentaires, soit de gens qui m'insultent, soit de gens, moi je réponds pas aux gens qui m'insultent, hein, soit de gens qui m'insultent, soit de gens qui me font des commentaires, mais enfin je sais pas, des fois vous écrivez avec des smartphones, c'est pas très cohérent, il y a des mots mais il n'y a pas de phrases. Je comprends pas trop ce que vous me dites. Voilà, donc essayez de faire des commentaires à la fois constructifs et clairs. Voilà. Alors un commentaire, de toute façon, c'est assez court, hein, je veux dire, c'est pas une dissertation, hein, c'est pareil, il y en a qui écrivent des tartines. Un commentaire, c'est assez court, c'est une réaction au départ, une réaction un peu instinctive, qui après peut être accompagnée d'une réflexion, on va dire synthétisée en quelques mots. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas de toute façon à réagir de la manière que vous voulez, mais réagissez. C'est pas grave. Après on verra. Je prendrai les commentaires les plus constructifs et on pourra lancer un débat sur cette question. Mais voilà, c'était ma contribution, ma réflexion sur ce sujet du RIC, puisque j'ai pas forcément, encore une fois, je vais conclure là-dessus, j'ai pas forcément réfléchi de manière approfondie à cette question, mais ça fait longtemps que je me bats et que je réfléchis à quel système serait le système idéal. Alors, je suis pas un idéaliste, je pense pas qu'il y ait un système idéal, mais pour moi, il y a des systèmes plus durs que d'autres. Hein, ça, c'est sûr. Voilà. Et je pense qu'effectivement, on peut avoir mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadé. Voilà. Et ça, je pense que nous sommes d'accord au moins là-dessus. Voilà. Je vous laisse donc sur cette réflexion autour du RIC et de tout ce que j'ai dit. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire une pour revenir un petit peu sur les événements de l'année. Et puis, je vais bientôt en faire une aussi pour présenter
mon dernier livre. D'ailleurs, en parlant de livres, voilà, je fais un petit peu ma pub encore une fois. Aux éditions Edilivre, hein, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, sur Amazon, vous commandez, voilà, sur toutes les grandes plateformes. La vie héroïque de Paul Suarez, ça c'est un roman qui peut paraître intéressant par rapport à la situation actuelle. Voilà, parce qu'il y a aussi une réflexion par rapport au système politique et aux dominations, hein, dans ce roman-là. Donc n'hésitez pas, voilà. Voilà, ça c'était ma petite pub pour mon roman. Voilà. Tiens pas, on va le garder là, c'est pas grave, vous l'avez vu. Et puis, par contre, mon prochain livre, qui est déjà sorti d'ailleurs, qui est déjà disponible aussi, ça par contre c'est un essai qui revient notamment sur ce qui s'est passé l'année dernière en Espagne avec la Catalogne, hein, la crise catalane. Ben, ça c'est qu'un aspect, mais en réalité, ça revient un petit peu sur pour ceux que ça intéresse, hein, je sais que s'il y a certains de mes abonnés que ça intéresse, toute la vision négative qu'on peut avoir de l'Espagne par rapport à son histoire. Hein, je reviens sur l'histoire des conquistadors et toutes les fake news justement que l'histoire a produit par rapport à l'image qu'on peut avoir de l'Espagne, de l'Église espagnole et du rôle qu'elle a pu jouer, par exemple. Et puis de plus récemment aussi du franquisme, etc. Voilà. Et puis je reviens aussi sur la situation actuelle de l'Espagne. C'est intéressant et je mets en lien beaucoup avec l'histoire de France et l'identité de la France justement et son identité royale qui est très liée à l'Espagne justement de ce point de vue-là. Hein. Donc ça, j'en dirai plus dans une prochaine vidéo, là, je pense au mois de janvier. Hein, je vais recommander des exemplaires et puis je présenterai cette vidéo. Voilà. En attendant, je vous dis au revoir et si on ne se voit pas d'ici la nouvelle année, eh ben, je vous dis bonne année. Hein. D'ailleurs, je vais essayer de publier cette vidéo avant le 31 décembre à minuit. Comme ça, vous pourrez la visionner. Et puis, je vous dis, voilà, je vous dis déjà bonne année si je ne publie pas d'autres vidéos avant. Voilà. Au revoir.